Innover pour le commerce avec l'Institut du commerce. Et Point de vente, le magazine des magasins. BFM Business. Innover pour le commerce. Karine Verniol. Bienvenue pour cette émission dédiée aux nouveaux enjeux du commerce. On consomme différemment aujourd'hui qu'hier, alors forcément nous vend les choses différemment également. C'est ce que nous voyons aujourd'hui avec notre invité, Ludovic Flandin, directeur de l'innovation d'Unibail Rodamco. Le débat du jour, comment les startups de l'agroalimentaire tentent-elles de prendre des parts de marché aux géants industriels qui peuplent les rayons des supermarchés? Nous en parlerons avec Cyril Jacques, président de Carré Suisse, et Laurence Anne-Parent, senior partner chez Advancy. Et puis nos chroniqueurs, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, qui parcourt le monde à la recherche des innovations commerciales, nous emmènera au Corée. Marie Vallone qui teste pour vous les nouveaux produits. Aujourd'hui, Astérix à toutes les sauces. Mais tout de suite, les infos de la semaine. BFM Business. Innover pour le commerce. Les news. Et notre invité aujourd'hui, c'est donc Ludovic Flandin. Bonjour. Bonjour. Directeur de l'innovation d'Unibail Rodamco. Et pour vous tenir au courant de l'actualité de l'innovation commerciale, Hélène Cornet. Bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors on part d'abord chez Carrefour. Hélène qui nous propose des petits paniers pour cuisiner. Oui, Carrefour se met en mode start-up et se lance effectivement dans l'univers des box à cuisiner. Je dis en mode start-up parce qu'elles sont pas mal déjà à proposer ce type de service comme Cook Angel, Lecomi, Cook and Box ou Kitok. Voilà, le principe chez Carrefour, c'est vous commandez avant 13h et vous faites livrer le lendemain votre box avec 2 recettes pour 2 ou 4 personnes et tous les ingrédients frais pour la réaliser. Autour de 20 à 48 € la box en fonction des recettes. C'est pour toutes celles en fait qui se demandent un peu et tous ceux qu'est-ce qu'on va bien pouvoir manger ce soir. Et pour Carrefour, eh bien c'est une initiative en tout cas pour continuer à dialoguer avec ses clients qui ont plus ou moins déserté les hypermarchés. C'est ça, ils vendent les produits du magasin parce Exactement. que j'imagine que tous viennent. Ce genre d'initiative d'abord, est-ce qu'une des startups est passée chez Unibail Rodamco? Pas encore, pas celle-là. Pas celle-là, parce que beaucoup sont passés chez Unibail Rodamco, Ludovic Flandin. Oui, ce panier repas, du coup, c'est moins votre partie? Alors c'est moins notre partie, mais c'est la même démarche que pour nous, c'est-à-dire que les grands groupes aujourd'hui, s'ils ne collaborent pas avec des startups pour tester plus de choses plus rapidement et pour réussir ou échouer en fonction du retour du client, ils ne pourront pas saisir les évolutions du commerce qui sont vraiment fondamentales en ce moment. C'est ce que vous allez nous raconter tout à l'heure. Allez, on continue avec Lotus Hélène qui se lance dans les couches. Oui, alors on connaît la marque pour ses mouchoirs en papier ou son papier toilette. Eh bien, là, elle se lance dans les couches pour bébés. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en fait, le marché français, c'est bien simple. Hein, c'est un duopole entre Pampers, qui appartient à l'américain Procter & Gamble, et toutes les marques des distributeurs. Eh bien, voilà, Lotus veut un peu casser ce duopole. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 3 milliards de couches qui sont vendues en France chaque année, 750 millions de chiffre d'affaires selon Nielsen. Donc il veut sa part du gâteau et ils vont arriver avec des couches qui disent plus douces, plus confortables et un peu moins chères que le leader. Ils avaient déjà testé le concept il y a quelques années avec la marque Peau Douce, je ne sais pas si vous vous rappelez, et cette fois la marque va s'appeler Lotus Baby. Allez, toute autre chose et très rapidement, le BHV Marais qui s'installe à Dubaï. Exactement, 6000 m², 2 étages, une offre mode et accessoires de la maison. Ça faisait très longtemps que le BHV n'était pas sorti de Paris. En gros, en fait, il a un seul magasin à l'étranger, c'est à Beyrouth au Liban. Et là, il va s'installer à côté de sa grande sœur, les Galeries Lafayette. Vous savez que c'est le même groupe. Voilà, il s'est remodelé, il a fait peau neuve et puis il part à l'assaut du monde et il cherche d'autres emplacements dans cette partie du globe. Unibail Rodamco, Ludovic Flandin, c'est aussi présent à l'étranger. Est-ce que vous regardez ce qui se passe là-bas? Est-ce que vous piquez des idées, puisque vous êtes responsable de l'innovation, de ce qui se fait à l'étranger? Dubaï, ils ont d'immenses centres commerciaux, d'immenses malls, comme on dit. Oui, tout à fait. On fait des voyages très régulièrement, notamment en Corée, aux États-Unis, au Japon et puis aussi dans le Golfe. Et c'est vrai que une ouverture comme celle-là, je trouve que c'est un très bel exemple de la démarche du Galeries Lafayette, qui est un petit peu la même que nous. Regardez comment, dans des territoires qui en plus là sont des territoires nouveaux, on peut créer du commerce qui crée en fait le lieu de vie. Et Dubaï, c'est formidable aujourd'hui pour travailler, pour les loisirs, etc. Mais il y a encore une nécessité de créer des lieux de vie avec les locaux qui est importante. Donc je pense que ça participe à cette démarche-là. Et on a la même démarche chez Unibail. Dans les nouvelles villes où on s'implante, on regarde véritablement beaucoup
ce qui fait du sens localement, pour ne pas recopier à chaque fois la même solution qui ne marche plus de toute façon aujourd'hui. C'est pas la même solution pour tous, il faut correspondre aux locaux. Merci beaucoup Hélène Cornet, on vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, et nous on poursuit notre discussion. BFM Business. Innover pour le commerce. L'invité de la semaine. Et nous sommes donc avec Ludovic Flandin, directeur de l'innovation d'Unibail-Rodamco. On rappelle un premier groupe européen d'immobilier commercial, 71 centres commerciaux dans l'Union européenne. Vous en connaissez forcément un. Allez, je m'intéresse juste à l'Île-de-France, Forum des Halles, 4 temps la Défense, Carousel du Louvre, Paris 2, Carré Sénart, Aéroville, SO-Ouest, etc., etc. Vous êtes en plein recrutement, si j'ose dire, Ludovic Flandin, en plein recrutement de start-up. Hein, jusqu'à la fin du mois, là, on a deux choses. On a le Grand Prix des jeunes créateurs de commerce. On est déjà à la 11e édition. Et puis votre nouveau accélérateur UR-Link, c'est comme ça qu'on dit, créé avec le NUMAC pour les startups qui transforment le retail. Donc vous parliez tout à l'heure des startups, la nécessité de travailler avec les startups, ça s'accélère là aussi chez vous tout le temps. Exactement. Alors Unibail-Rodamco, c'est un gestionnaire de centres commerciaux, donc on est une plateforme. Depuis plus de 30 ans, on accueille des enseignes un peu plus classiques, on va dire. Et puis on s'est rendu compte, il y a 10 ans avec le Grand Prix et il y a 2 ans avec UR-Link, qu'il fallait qu'on aille plus loin et qu'on propose des espaces aussi à des petites équipes innovantes. Et donc c'est ce qu'on a fait avec le Grand Prix. Il y a eu des succès comme Marlette, comme Lunettes pour tous, qui a gagné l'an dernier. Et puis depuis 2 ans, là on en est à la 3e saison. Donc là, pardon, juste petite parenthèse, les Grands Prix de créateurs les jeunes créateurs du commerce, c'est vraiment des enseignes pour un magasin. Voilà, exactement. Alors que UR-Link, on est plus sur des solutions. C'est des solutions qui peuvent être des solutions digitales ou des solutions qui proposent des nouveaux formats. Par exemple, Dress in the City, qu'on a accéléré dans la saison 1 d'UR-Link. C'est un vide dressing donc, qui était entièrement digital avant. On prenait ces habits de seconde main et on les mettait sur une plateforme en ligne. Et on a testé avec eux une formule de pop-up, de magasin éphémère, qui marche très bien puisqu'on a signé avec eux un partenariat sur plusieurs centres et ils seront cette semaine notamment à SO-Ouest. Donc UR-Link, on disait, le Grand Prix des créateurs de commerce, vous investissez aussi dans Partech Ventures. Est-ce à dire que l'innovation provient forcément des startups ? Alors, en grande part, elle provient des startups. On a aussi des programmes en interne pour accélérer l'innovation. Par exemple, on avait lancé il y a 4 ans la Dining Experience, cette démarche autour de la restauration qui est implantée déjà dans 10 centres Unibail-Rodamco et 4 nouveaux vont ouvrir cette année. On revisite intégralement les codes de la restauration classique en centres commerciaux avec de nouvelles enseignes, des grands chefs comme Thierry Marx qui viennent faire des animations et puis la découverte de nouvelles cuisines. Et là, c'est exactement la même chose avec les startups. Donc, il faut faire un mix en fait entre l'interne et l'externe et on essaye de trouver surtout des startups qui correspondent à des besoins internes, identifiés. Par exemple, on a identifié une grosse demande sur l'agriculture urbaine chez Unibail depuis 1 an et demi, avec 5 ou 6 centres qui voulaient tester. Donc on a sélectionné dans la saison 2 du UR-Link une start-up qui s'appelle Sous les fraises, qui va ouvrir à SO-Ouest de cette année, le centre qu'on a à Levallois-Perret, une première ferme sur 600 mètres carrés. De nouvelles propositions, de nouveaux services, de nouvelles propositions de restauration, des facilités peut-être pour les clients. Est-ce que tout ceci, au final, permet véritablement d'augmenter le chiffre d'affaires ? Parce que c'est quand même ça l'idée derrière Ludovic Flandin. Notre métrique principale à nous, c'est le trafic. Et c'est vrai que grâce à toutes ces initiatives et à ce renouvellement constant des enseignes que vous avez pu voir aussi avec les opérations qu'on avait fait avec Apple, Hollister, Uniqlo, on arrive à maintenir ce trafic, voire à le créer à partir de zéro. Le centre qu'on a ouvert à Mall of Scandinavia à Stockholm a fait plus de 14 millions de visiteurs en année 1. C'est-à-dire qu'on a atteint un niveau qui est celui de Carré Sénart, par exemple, dès la première année, parce qu'il y avait énormément d'enseignes nouvelles, à peu près 10% de restauration, et puis une activité éphémère aussi qui était très importante. Il faut savoir que l'activité des pop-up chez nous a doublé de chiffre d'affaires l'an dernier. Ça, c'est aussi une des nouvelles formes de révolution du commerce. Il n'y a pas que le digital, il y a aussi cet accès beaucoup plus facile pour les marques à une forme de commerce éphémère qui complémente du recrutement et puis de l'expérience, et maintenant en plus, je dirais, de la participation. Les clients veulent participer à l'acte d'achat et à l'acte de consommation. Je crois que vous renouvelez 10% des enseignes chaque année. Tout à fait, l'an dernier c'était 13%. 13% même, Rodolphe Bonas. Oui, et une des questions qu'on peut se poser, c'est que finalement vous êtes vraiment dans un match assez compliqué. Est-ce que vous, là, vous êtes en avance de phase au niveau de l'innovation ? Est-ce que vos clients, que sont les enseignes, est-ce qu'elles suivent ce mouvement ? Est-ce qu'elles accompagnent cette histoire ? Parce que c'est bien de faire l'innovation dans les centres, mais après il faut que dans le magasin ça suive quand même. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance parce que les enseignes nouvelles qui viennent dans ces centres-là apportent d'elles-mêmes l'innovation et réveillent un peu les autres.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie d'accélérer tout ça. Donc on pense notamment à créer un club qu'on veut appeler sans doute Better Retailers, qui rassemblerait les enseignes les plus innovantes. On teste avec elles des innovations déjà dans le développement durable, comme la technologie LED. On a à peu près une vingtaine d'enseignes comme Nature et Découverte, Sephora qui nous ont rejoints. Et je pense qu'elles ont besoin de se coordonner et de s'émanciper de leur compétition qui est plutôt classique. La collaboration, c'est pas si facile que ça, et donc il faut un peu les aider, c'est vrai. Alors, on accuse les centres commerciaux, les grands centres commerciaux, de vider les centres-villes de leur commerce. Avez-vous réfléchi justement avec ces enseignes, également avec les commerçants, à des services innovants qui pourraient renvoyer l'un vers l'autre ? Alors, c'est vrai que le commerce évolue radicalement. Nous, notre stratégie a toujours été très claire. On est sur les gros lieux, les grands lieux de rassemblement et de vie. Alors, on a fait des centres commerciaux pendant des années. Je pense qu'on va peu à peu les appeler un peu moins centres commerciaux pour y retrouver de plus en plus de formes de vie qui peuvent être de l'événementiel, de l'éphémère, du loisir, etc. Le commerce de proximité, on pense qu'il a aussi un très grand avenir. Et c'est pour ça aussi qu'on aime bien avoir de petites enseignes comme celle du Grand Prix des jeunes créateurs. Mais les pouvoirs publics n'ont sans doute peut-être pas assez donné de moyens à ces centres-villes pour être attractifs en eux-mêmes. J'étais dimanche dernier à Châteaudun et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un endroit très joli, très agréable, etc. Mais il n'y a pas une dynamique ou une animation, un événementiel autour de tout ça. On a fait cet effort dans les centres commerciaux avec ce programme d'événements, marketing, etc. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi se rendre compte que le commerce est un peu partout, dans les gares, les aéroports. Donc les centres-villes ont besoin de se réaffirmer par rapport à ça. Et c'est très complémentaire de ce que nous on fait, en tout cas on pense. Donc pour vous, pour l'instant, pas de passerelle possible. C'est chacun sa problématique finalement. Oui, c'est plutôt le commerce intermédiaire, un peu ennuyeux, de galeries plus classiques, on va dire, d'hypermarchés, qui va se poser plus de questions. Dans notre une question quand même sur la présence sur le web, parce que votre autre gros concurrent, si vous faites tant d'animations justement dans les centres commerciaux, c'est parce que on achète sur le web. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Alors ça, c'est effectivement la grande révolution du retail. Donc, on ne va pas opposer digital et physique. Le client, il veut le meilleur service possible, la plus grande efficacité. Donc, les retailers qui ont compris que l'omnichannel, c'est-à-dire pouvoir à la fois trouver une réponse physique et digitale, vont continuer à progresser. Pour nous, le digital, c'est aussi une aide pour décharger toute la partie commerce un peu ennuyeux, ou les courses, les choses comme ça, pour pouvoir se consacrer à quelque chose où il y a plus de social, où on respecte plus aussi. N'empêche que vous avez fait entrer Amazon chez vous, par exemple. On a fait aussi entrer Amazon chez nous, et on pense qu'Amazon aura besoin de lieux physiques parce que c'est plus pratique. En fait, qu'est-ce que Amazon sait ? C'est d'abord de la logistique, et la logistique la plus efficace du marché. Leclerc aura la même approche, Auchan, Carrefour, etc. Mais c'est pas un lieu où on va aller rencontrer des gens, où on va aller découvrir des nouveaux produits. Non, c'est quelque chose qui est le plus efficace possible. Donc ça, en tout cas, c'est pas le cœur de notre stratégie. Et on laisse ça pour des plateformes comme Amazon ou Carrefour qui va progressivement y venir, puisqu'ils vont avoir des services, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à la fois dans la proximité et dans le online. Rodolphe Bonas. Juste une question par rapport à ça. Quand on vous entend parler, on a la sensation que finalement votre modèle, est-ce que c'est pas Disneyland ? Finalement, c'est ça. C'est ça. On a lieu de destination avec des loisirs. Exactement. On sent que vous êtes en train tout le temps de mélanger à la fois le loisir et que le commerce, ça devient peut-être un peu une conséquence. Aussi pour les adultes, parce que c'est quand même. Oui, non, mais Disneyland, c'est aussi pour les adultes. Oui, c'est aussi pour les adultes. Beaucoup d'adultes. Non, mais l'approche est intéressante, et on discute d'ailleurs avec Disney parce qu'ils ont une approche qui converge un peu avec la nôtre. Oui, on se rend compte que les gens ont besoin de lieux où ils peuvent se rassembler dans une atmosphère qui soit sécurisée, qui soit agréable, confortable, et où on puisse consommer mieux. Parce que bon, ça on n'en a pas encore parlé, mais c'est sans doute la prochaine révolution, notamment dans la mode, c'est la consommation durable et circulaire. Et ça encore, d'autres startups qui n'ont rien à voir avec les startups technologiques, ou qui utilisent aussi la technologie, vont arriver et vont progressivement remettre en cause les modèles, qui sont des modèles aussi, on va dire, qui se sont beaucoup développés dans les 20 dernières années, de consommation assez frénétique de produits, sans se demander qu'est-ce qu'on en fait après. Les startups qui apportent des solutions sur les déchets et la revalorisation, notamment des vêtements, ça, c'est les prochaines startups du futur. D'où votre collaboration avec Dress in the City, où on est vraiment justement dans cette idée de vide dressing et d'économie circulaire. Aussi s'y mettre, puisque H&M commence à récolter des tonnes et des tonnes de vêtements, et qu'on a tous un peu envie de mieux consommer dans ce sens-là. Donc voilà, c'est un petit peu le futur, la prochaine étape pour nous, et on recherche notamment des startups dans la saison 3 du Airlink, dans ce domaine, dans l'alimentation, pour les déchets, dans la mode, mais aussi dans la cosmétique ou les autres domaines. Jusqu'au 30 avril, hein. Exactement. Pour s'inscrire sur Airlink. Ludovic, déjà plus de 60 dossiers. Ah bah alors dépêchez-vous, hein, directeur de l'innovation d'Unibail et Rodamco. Vous restez encore un peu avec nous, Rodolphe se démarque. BFM Business. Innover pour le commerce. Rodolphe se démarque.
Mais oui, vous le connaissez maintenant, Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, celui qui toutes les semaines revient de son tour du monde et nous ramène les dernières innovations commerciales. Il est complètement crevé. Sauf que vous êtes allé jusqu'en Corée, là, Rodolphe. Exactement, à Séoul. Je vous emmène à Séoul pour découvrir un concept particulièrement coréen qui sont les Kids Café. Alors, le problème, en fait, en Corée, c'est l'espace. Il n'y a pas d'espace pour les enfants. Vous savez qu'il y a 50 millions d'habitants en Corée et le pays est à peine 20% de la France. Donc, vous imaginez qu'on est un peu serré, donc il n'y a pas vraiment d'espace. Et donc, il y a des chaînes entières qui se sont montées autour des enfants pour s'en occuper. C'est vraiment des abonnements que vous prenez. Et là, je vous emmène à Times Square, qui est un immense centre commercial avec des dizaines de milliers de mètres carrés. Et je vous emmène découvrir le Dalki Kids Café, qui n'est rien d'autre que le plus grand Kids Café de Corée. 12 000 mètres carrés qui sont consacrés 12 000 mètres carrés d'enfants. Waouh. Exactement. Alors, attendez, c'est les enfants de 4 à 7 ans, 4 à 12 ans. Alors, on est très loin de la piscine à bulles d'Ikea. Hein, là, je vous le dis tout de suite, puisqu'il y a, je vais vous les citer, des espaces de restauration, un salon de coiffure, très important pour moi, du maquillage, des espaces de sieste, un cinéma complètement revisité au niveau des enfants, un petit train à l'intérieur qui fait visiter les enfants, et aussi des activités éducatives pour faire en sorte que les enfants puissent travailler après les cours. C'est un centre de loisirs, quoi. Alors c'est carrément un centre de loisirs à l'intérieur du centre commercial. Alors moi, ce que j'ai trouvé assez génial, c'est que les mamans viennent là, prennent leur café, mais aussi voient leurs enfants jouer et surtout vont après consommer dans le Times Square Center. Eh ben ça, elles sont tranquilles, il n'y a pas le petit gamin qui les tire par la manche. Pourtant, Ludovic Flandin, pardon, je vous fais réagir, Unibail Rodamco, vous avez déjà pensé à ça, j'imagine? Peut-être pas sur 12 000 mètres carrés. Non, mais on ne l'a pas dévoilé, mais on a fait un pilote l'an dernier à Vienne qui s'appelle The Family Experience, qui est vraiment sur le même concept. Et c'est vrai qu'on se rend compte que là, les fréquentations d'enfants ont vraiment augmenté. Voilà. Donc, c'est ça, ça fait venir les enfants dans les centres. C'est ouvert de 10h à 23h et je vous garantis que c'est plein plutôt en fin de journée qu'en début de journée. C'est complètement incroyable. Et je rappelle que le Dalki Café, c'est la Dora exploratrice coréenne, bien sûr. Ah, mais elle bien a une sûr. Fraise sur la tête. Dalki, ça veut dire fraise en coréen. Voilà. Okay. Merci pour ce petit cours de coréen. Rodolphe Bonas. Je vous la ramènerai. Ah, j'espère bien. Rodolphe Bonas, PDG de Seacom, que l'on retrouve toutes les semaines. Merci beaucoup. Merci. À vous, allez le débat. BFM Business. Innover pour le commerce. Le débat. Face aux géants, aux industriels de l'agroalimentaire, comment les PME, les start-up se font-elles une petite place en rayon? Parce que vous savez, l'agroalimentaire, c'est le premier secteur industriel français en termes de chiffre d'affaires. Mais 0,5% des entreprises représentent la moitié du chiffre d'affaires du secteur. C'est un chiffre de Génération Food. Cyril Jacques, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président fondateur de la marque de tablettes de chocolat Carré Suisse, lancée en 2012. Et donc, vous faites partie de cette fameuse Génération Food. Laurence Anne-Parent, bonjour. Bonjour. Senior partner chez Advancy. Carré Suisse, du chocolat Suisse Premium, 100% naturel, sans gluten, bio, etc. Fabriqué en Suisse de manière traditionnelle. Vous êtes entré chez Monoprix il y a 2 ans, chez Franprix en ce moment, vous êtes en train d'entrer chez Carrefour en national. Attention, en national, on a l'impression de parler foot. Presque 2500 points de vente en France. Mais vous êtes l'un des seuls de cette fameuse Génération Food. Vous êtes une vingtaine de start-up à pénétrer ainsi le marché de la grande et moyenne surface. Pourquoi ? Alors, c'est un choix stratégique et puis aussi un appel du pied des enseignes qui ont de plus en plus besoin de jeunes marques comme les nôtres. On a été contacté assez rapidement par Monoprix qui nous a extrêmement bien accueillis dans son rayon et puis les autres sont venus par la suite. Je ne sais pas pourquoi nous on y allait en premier, mais en tout cas on se rend compte qu'il y a une vraie appétence de la part des distributeurs. C'est vrai qu'au Monoprix on a vu, même pour la mode par exemple, vous avez beaucoup de collaborations avec des PME, avec des petites marques, avec ces magasins de proximité. Mais quand on passe à Carrefour National, on passe dans une autre dimension. Qu'est-ce qui fait que vous avez eu envie et vous avez pu y aller ? Alors, notre objectif c'était vraiment de pouvoir toucher tous les consommateurs où qu'ils soient. Je pense que les réseaux de distribution comme l'épicerie fine ou les grands department stores parisiens ne nous permettent pas de toucher l'ensemble des Français ou l'ensemble des consommateurs d'ailleurs dans d'autres pays. C'est pas un marché suffisant. C'est pas un marché suffisant et aujourd'hui on est convaincu en ce qui nous concerne que les consommateurs ont envie de trouver des produits de qualité aussi en bas de chez eux dans leur supermarché, en proxy ou en hypermarché. Et c'est pour ça qu'on a voulu y aller. Alors ça nécessite évidemment de nous adapter dans notre façon de travailler, dans les moyens qu'on met en place, en logistique, en administration des ventes. Ça c'est assez lourd pour des petites sociétés comme les nôtres, mais aujourd'hui les enseignes de grande distribution sont vraiment dans l'attente d'une offre comme la nôtre. C'est-à-dire qu'il faut être capable de le faire quand vous dites qu'il faut avoir les moyens logistiques.
Alors, il faut être capable de le faire, il faut avoir les ressources en interne, notamment en termes de compétences, et puis l'envie. Et puis après, la magie des startups fait le reste, on trouve toujours des solutions. Ouais, c'est le système D. Laurent Sanne-Parent, c'est aller très vite derrière les fameux Michel et Augustin qu'on cite souvent. On sent que c'est aller vite, et en même temps, encore, les chiffres sont là. Il n'y en a pas tant que ça qui arrivent dans les rayons. Outre Carré Suisse, on est dans les tablettes de chocolat, il y en a quelques-unes, mais on sent que c'est souvent comme ça pour des petits essais. Pourquoi et comment les grandes surfaces les font rentrer aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, ça accélère vraiment. On en voit quand même de plus en plus. Et en fait, si on regarde bien, tout le monde en a besoin. Le marché en a besoin. La distribution en a besoin parce qu'elle a besoin de redynamiser, de redonner de l'élan, un peu de fun aussi à la consommation. Et le consommateur est ravi de voir des petites marques un peu nouvelles qui proposent quelque chose de nouveau. C'est vrai que la taille a souvent été considérée comme un vrai avantage concurrentiel parce que plus grand pour l'innovation, la communication, la négociation avec la distribution. Et ça, c'est en train de vraiment bouger parce qu'on voit ces petites marques. Et je crois qu'il y a peut-être deux choses qu'il faut retenir. C'est une part, elles arrivent avec une promesse qui est plus forte parce qu'elles s'appuient sur des valeurs, elles créent une vraie préférence client qui s'appuie sur des valeurs qui sont plébiscitées par le client. Et donc c'est une promesse qui va bien au-delà du produit. On a parlé d'authenticité sur Carré Suisse. Il y a aussi tout ce qui est autour de la naturalité ou de la confiance. Quand c'est finalement des gens que vous connaissez qui vous vendent le produit ou simplement le confort d'achat. Et puis après, elles ont un business model assez étonnant parce que le client, le consommateur est intégré du début à la fin. Et donc, ça fait des modèles très efficaces, très agiles, très rapides finalement. Cyril Chag, finalement, quand on est une petite bande de trentenaires comme ça, on a juste envie de vous soutenir finalement en achetant vos tablettes de chocolat. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça de la part des consommateurs qui trouvent toujours l'histoire sympa. Voilà, c'est un peu David contre Goliath dans l'esprit des consommateurs. Mais au-delà de ça, et je rejoins tout à fait ce qui était dit, les consommateurs aujourd'hui cherchent de la proximité avec les marques, une authenticité. Et puis après, la qualité du produit fait la différence. On a la chance d'avoir des taux de réachat qui sont extrêmement bons. On n'a pas les moyens de se payer des spots télé avant le film à 20h. Comment vous faites alors ? C'est beaucoup de bouche à oreille. On se bat pour être bien placé en rayon. Et ça, c'est un travail de négociation avec les enseignes. Et puis par la suite, c'est le bouche à oreille. Mais c'est là que c'est compliqué parce que vous avez en face de vous, on le disait, des mastodontes. Comment vous faites pour négocier la place en rayon ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une attente de la part des distributeurs qui se sont rendus compte qu'ils avaient aussi besoin d'une offre différenciante. Depuis des dizaines d'années, en tout cas dans notre rayon, le marché est partagé entre 3 gros mastodontes et les consommateurs ont envie de nouveautés, ont envie d'une offre différente. Et ça, les distributeurs sont obligés de leur proposer. Mais en plus, alors c'est Lindt, Nestlé, Mondelez, et il y a les MDD aussi un peu, et puis il y a vous au milieu, enfin vous peut-être un ou deux autres, voilà, au milieu. Mais votre chocolat coûte un petit peu plus cher. J'imagine que du coup, ça leur rapporte un petit peu plus aussi. Alors, ça leur rapporte, j'imagine, un peu plus. Ça leur rapporte un peu plus. Après, les rotations ne sont pas les mêmes aussi par rapport à une tablette de Lindt. Mais c'est vrai que le consommateur, aujourd'hui, disons qu'il y a une prime certainement à la marge qui est réalisée par le distributeur, mais aussi une offre. Ils y gagnent quand même aussi à proposer une gamme beaucoup plus large et avec des nouveautés. Les consommateurs sont tout le temps en demande de nouveautés. Laurent Sanne-Parent, comment réagissent les mastodontes ? Les mastodontes, je crois que là aussi, ce qui est vertueux, c'est que ça fait bouger tout le monde. Donc après, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont très réalistes. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas ce modèle aujourd'hui agile. Il y a une réalité et il faut l'assumer, il faut continuer à faire vivre. Et en revanche, ils trouvent les moyens de recréer un peu à côté de leur modèle historique, ce modèle un peu différent, un peu innovant, un peu quelque part à la préférence client. Donc soit ils les rachètent, je ne sais pas si vous avez eu des propositions, mais en tout cas ils les rachètent, ou ils créent en interne des petites cellules innovantes. On trouve ça chez Pernod Ricard avec Big, on trouve ça chez Unilever, de façon à recréer ce modèle dynamique et conquérant finalement dont ils ont besoin. Mais on parle là des tablettes de chocolat, mais ces pépites bondissantes comme vous les appelez, vous n'avez pas encore cité ce terme, Laurent Sanne-Parent. Est-ce qu'il y a des rayons dans lesquels elles ont plus de facilité à entrer ? En fait, comme elles rendent effectivement pépites bondissantes, c'est vraiment un terme que j'aime beaucoup parce qu'elles sont en train de secouer tout le monde et de faire réagir tout le monde. Dans la mesure où la promesse au départ est une promesse soit de confiance, soit d'authenticité, je dirais tout le linéaire leur est ouvert. Et on va les retrouver soit sur des produits finalement qui sont pas forcément très amusants à acheter parce qu'ils proposent de le livrer directement à domicile, des produits où on aime bien, on a besoin de confiance, comme la nourriture pour bébé. On a des petites startups qui commencent à rentrer à la nourriture pour bébé, nourriture pour animaux aussi, quelque part, où là aussi il y a un besoin de savoir-faire, et beaucoup dans les cosmétiques, où ces sociétés arrivent avec des marques qui ne sont pas connues à prendre leur place
dans le linéaire et sur Internet aussi, bien sûr. En même temps, dernière question que je vous pose à tous les deux. Quand je vois vos recettes, il y en a une trentaine, Cyril Jacques, chocolat noir, éclat de caramel, chocolat au lait, éclat de caramel, sel rose. Finalement, on est sur des choses assez classiques, même si vous le faites différemment, le chocolat. Il faut être innovant, un packaging différent, une histoire différente, mais il ne faut pas non plus aller au-delà d'une certaine folie parce que ça ne suit pas derrière. Non, alors on propose toujours des recettes extrêmement innovantes, parfois même farfelues. Finalement, on se rend compte que le consommateur cherche quand même un produit assez classique. Le chocolat au lait, c'est le grand basique. Un chocolat noir extra. Une petite touche de caramel, une petite touche de sel. Une petite touche de fantaisie, mais en fait, aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est au-delà de la recette et de la fantaisie, c'est une authenticité dans le savoir-faire et dans les matières premières qu'on met dans nos tablettes. Et c'est ça aujourd'hui ce que cherchent les consommateurs. Et c'est aussi pourquoi ils sont prêts à payer peut-être un petit peu plus cher sur des produits pour lesquels ils ont une vraie certitude dans le process de fabrication et dans les matières premières qui sont mises à l'intérieur. Très rapidement, Laurence Anne-Parent, c'est que le début. Pour moi, c'est que le début, et ça va s'accélérer, parce que d'abord, ce sont ces petites marques, une capacité d'accélération, elles sont terriblement agiles, et ça va secouer tout le monde, donc les grands s'y mettent, et c'est vertueux pour tout le monde. Et voilà, et tout le monde va bondir ensemble. Merci infiniment, Laurence Anne-Parent, senior partner Advancy, Cyril Jacques, président fondateur de Carré Suisse. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez encore un petit peu avec nous, on va vous faire déguster les dernières nouveautés produits. BFM Business. Innover pour le commerce. Le produit de la semaine. Et on retrouve Marie Vallogne, bonjour. Bonjour Karine. De la rédaction de BFM Business. Alors là, c'est la déferlante Astérix qui arrive en rayon. Exactement, parce que Astérix en fait sort une nouvelle BD en octobre, sauf qu'on en entend déjà parler et on en entend aussi parler maintenant dans les rayons de nos hypermarchés. On va découvrir là très prochainement des bonbons Lutti en forme d'Astérix en fait. On connaît les Schtroumpfs, Haribo, et ben là maintenant ça sera des Lutti Astérix. Ils signent aussi un partenariat avec Saint-Mamet, donc ils vont lancer des gourdes de compote Saint-Mamet. Ah oui, un peu comme la potion magique, sauf là c'est la compote, d'accord. Avec la potion magique d'Astérix. Ils signent aussi un partenariat avec l'enseigne Léonidas, donc qui va devenir normalement le chocolat officiel de Astérix. Donc voilà, donc c'est la grande communication pour la sortie de cette BD. C'est vrai qu'on connaît, il y a de multiples produits dérivés Astérix, mais là ils vont carrément dans l'alimentaire. Ils sont les seuls à faire ça? Alors ils sont pas les seuls, parce qu'il faut savoir qu'aussi c'est un produit, ça intéresse aussi en fait les industriels en fait, puisque s'allier comme ça avec une marque Astérix en fait qui a une grande notoriété, qui apporte de la visibilité, qui s'adresse un peu à toutes les générations finalement. Ouais, c'est hyper consensuel. Voilà, tout le monde connaît Astérix, donc pour les industriels c'est un peu gagnant-gagnant finalement. Donc ils sont pas les seuls à faire ça. Il y a aussi par exemple, on trouve dans les rayons en ce moment des yaourts Petit Filou et Schtroumpf ou des sirops Barbapapa. Donc en fait les marques font de plus en plus, se lancent de plus en plus dans l'agroalimentaire. Ah ouais, et on sent que c'est fait pour durer, parce que effectivement Astérix ça sort qu'en octobre, il commence dès maintenant. Et alors on s'adresse qu'aux enfants, c'est que du sucré? Alors c'est pas que du sucré, parce que bientôt, alors ça c'est nouveau en Europe et ça arrivera en France en tout cas, certaines marques vont se lancer dans des chips ou des pommes de terre. Donc maintenant on aura par exemple en Italie des chips Zoo. Donc c'est un petit zèbre. Et les pommes de terre Smiley, c'est ça? Exactement. Ah ben, on va peut-être réussir à faire manger des légumes aux enfants grâce à ça. Quand les légumes Astérix ou le poulet Obélix. Merci beaucoup Marie Vallogne de la rédaction de BFM Business. Innover pour le commerce, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès le week-end prochain. À bientôt.